Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Préférence Rome avec mon collègue Pierre, toujours fidèle au poste. Ouais. Et on accueille Vincent de l'Encantada. Bonjour à tous. Notre premier invité hors Rome. Et ça fait plaisir. Donc Vincent, toi, tu es donc maître de chais chez l'Encantada, c'est ça, hein? Oui, à l'Encantada, oui, tout à fait. On a monté, nous, l'Encantada, il y a 11 ans bientôt, en fait, avec quelques copains, en fait. Et pour faire rapide, en fait, on avait tous une activité secondaire, en fait. Alors, on s'est peut-être dit quand on s'est vu sur le salon, mais on le redit parce que on a une activité secondaire et on a fait, nous, alors moi, j'étais plus dans le monde de l'Armagnac, en fait, déjà implanté un peu, même si c'était pour mon activité. Et on a fait ça en activité un peu secondaire, mais par passion. On a dit au départ, on va sauver ces quelques barriques, des fois en brut de fût. Nous, on fait uniquement du brut de fût, et on va sauver ces jolies barriques là. Et bon, on a réuni quelques copains, on a fait un truc parce qu'on avait un producteur qui voulait vendre des barriques à qui j'achetais moi de l'Armagnac des fois pour d'autres copains, et j'envoyais des copains acheter, des connaissances acheter de l'Armagnac. Et donc on a commencé comme ça à acheter ces barriques, on a dit on va s'associer les gars, on va mettre un peu d'argent, on va acheter ces barriques, et si on les vend pas, on les boit, c'est pas grave. Parce que si Au c'est pire. bon, on reste rien. Jamais Voilà, le gâché. malentendu a démarré un peu comme ça, quoi, en fait. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que on a fait un live dimanche avec Pierre, avec un embouteilleur qui s'appelle Swell de Spirit, qui est un mec de Bordeaux, un mec super sympa. Et en fait, ce qui est appréciable, c'est que lui, c'est pareil, c'est un amateur de spiritueux, de whisky à la base, et qui est devenu après embouteilleur. C'est pas une vocation commerciale. Et c'est un peu pareil pour toi, on dirait. Et je trouve que, parce qu'en fait, pour ceux qui vont nous regarder, on s'est vu au Whisky Live, et Pierre et moi, et surtout moi d'ailleurs, enfin Pierre aussi, mais j'ai vraiment apprécié le moment qu'on a passé avec vous. Je dis ça parce que ça fait un peu fanboy, donc j'assume. Mais je trouve qu'en fait, il y a, et ça je me rends compte avec l'âge, c'est que quand il y a un rapport qui est, dans le monde spiritueux, qui est un rapport en fait, entre guillemets, d'amateur à amateur et comment dire, de dégustateur à dégustateur, entre guillemets, hein, sans prétention. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a quelque chose qui passe, et c'est quand on va sur un stand et que la personne qui l'en soit, c'est un commercial, aussi bon soit-il, hein, il y a toujours un rapport qui est lointain au produit. Je suis absolument d'accord avec toi, et c'est pour ça que nous on adore en fait ce métier, parce qu'en fait, si tu veux, parce qu'aujourd'hui c'est devenu notre métier, mais parce qu'à la base on l'a fait par passion, et ça nous a permis en fait pendant des années, on n'avait pas besoin, enfin si on le dit un peu cash, on n'avait pas besoin pour remplir le frigo, c'est une activité secondaire, donc en fait on investissait dans des jolies barriques, on avait du mal des fois à trouver le public pour vendre ces barriques-là, ces jolies Armagnac. C'était compliqué, mais on s'amusait bien en fait. On essayait de le faire très sérieusement, par passion, et on le faisait. On n'avait pas de pression, on le faisait beaucoup. Et on a gardé, nous, ce côté très épicurien où on profite un peu. Donc, par exemple, quand on met au Whisky Live, on essaie d'être assez décontracté. Des fois, on contraste avec certains voisins, mais parce que à la base, nous, quand on venait au salon, c'était un peu nos vacances le week-end. Donc, du coup, on se retrouvait entre potes, et du coup, on profitait voilà, pour voir des mecs qui étaient contents de goûter des trucs. Nous, on était contents de pouvoir montrer aussi d'autres trucs, exporter nos produits, exporter la région, d'ici l'Ouest, tu vois, je veux dire. Mais du coup, voilà, on était contents. Et c'est vrai que ce rapport-là, quand tu as un passionné, quelqu'un qui goûte, voilà, où on parle le même langage, de suite, c'est vrai qu'il y a un fluide qui passe, ouais, ça c'est sûr. Et c'est ça, c'est super sympa. Et ce qui nous plaît là-dedans, quoi, en fait. Bah ouais, bah écoute, il y a eu ce très bon moment avec vous, et c'est pour ça en fait qu'avec Pierre, ça fait 3 semaines que le live c'est fini, et limite on parle tous les 2-3 jours pas que de vous, mais des autres spiritueux, parce que vraiment il y a quelque chose à faire. Il y a un rapport qui est, alors nous, Pierre et moi, on est très 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 fans de rhum antillais, de Martinique particulièrement, donc c'est vrai qu'on y va régulièrement parce que nos femmes respectives sont martiniquaises, donc voilà. Mais il se trouve qu'il y a ce rapport qu'on aime bien, nous, de parler avec les gens qui font les produits, tu vois. En gros, nous, ce qu'on aime, c'est parler avec le mec, enfin, en l'occurrence, comme vous, qui le vend embouteilleur ou producteur, mais on aime ça, et c'est très intéressant. Et alors nous, on a, si tu veux, en 10 ans, on est passé de quelques barriques. Là, maintenant, on a un peu plus de barriques parce ce qui nous a permis, si tu veux, de tout investir dans l'Armagnac. Donc, on a réussi à avoir quelques jolis stocks maintenant. On a même un peu de vignes. Alors maintenant, on est producteur. On a vendangé notre première récolte là, au mois de septembre.
Alors l'année n'a pas été propice au niveau météo, mais on a vendangé. On aura 3 petites barriques cette année. Voilà, et qu'on va distiller bientôt, là, d'ici un mois. On n'a pas encore fixé la date tout à fait, mais voilà, d'ici un mois. Donc on a l'amic ambulant, donc on est en train de voir, et on est très très content, ouais, bien sûr. Et c'est beaucoup de chemin, c'est beaucoup de travail, on apprend beaucoup de choses. On essaie de faire ça de façon très décontractée et avec une vision, bon, on en reparlera, mais avec une vision très, peut-être un peu différente de ce qui se fait traditionnellement chez nous. Et voilà. Et ben, justement, tu fais une transition parfaite, Vincent. Qu'est-ce que c'est que l'Armagnac alors? Si tu peux nous parler un petit peu des spécificités de l'Armagnac par rapport au L'Armagnac, en fait, l'Armagnac, si on se parle franchement, l'Armagnac, c'est, comment dire, si on fait un peu d'histoire, c'est la plus vieille de vie de France. Ça a 700 ans, on sait que ça a 700 ans parce qu'il y a un manuscrit, je vous la fais courte, mais qui est conservé au Vatican, qui date de 1310, qui parlait déjà où dans le sud-ouest on distillait du vin, on brûlait du vin à l'époque, voilà, bon, bref. Donc c'est une très vieille eau de vie, c'est une belle endormie, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu la crise du phylloxéra qui a mené, il y a eu les guerres, il y a eu dans le sud-ouest, on a des cousins un peu plus haut dans le nord qui ont une eau de vie très, très, très voisine à la nôtre en fait, faut pas les nommer à Cognac, et du coup qui ont commercialement pris des virages que l'Armagnac n'a pas su prendre, hein, il faut être clair. Voilà, je pense que nous on n'a pas à rougir des produits, on est une belle endormie, on est quelque chose qui est assez connu et en même temps ça nous dessert énormément parce qu'en fait comme on s'appelle Armagnac, eh bien, on a un côté très vieillot, un peu pantoufle, un peu papy, digestif et du coup aujourd'hui je pense qu'on aurait nos produits, certains de nos produits qui seraient étiquetés par Armagnac, on aurait des fois on aurait plus de facilité à les vendre en fait, voilà. Donc c'est là où nous on travaille en fait sur ce côté-là, sans renier le fait que ce soit l'Armagnac, mais il faut rajeunir cette image en fait, en proposant aussi les bons produits, parce qu'il y a aussi des produits des fois qui sont très typés Armagnac et qui fait que du coup la clientèle n'est pas forcément, des fois, au moins la clientèle spiritueuse du rhum ou du whisky n'est pas forcément axée là-dessus en fait. Voilà. Donc qu'est-ce qu'est l'Armagnac? Je dirais qu'en fait c'est une vieille eau de vie. Alors c'est du eau de vie de raisin blanc qu'on distille en fait. Bon, on peut rentrer dans les détails après, mais qu'on distille. Souvent, ce qui fait la spécificité de l'Armagnac, c'est la distillation ambulante. Parce qu'en fait, il faut comprendre que c'était de la polyculture, c'était des petites exploitations qui faisaient parfois de la céréale, de l'élevage et un peu de vigne. Et le vin, si on fait des raccourcis rapides, c'était des fois une des productions qu'on pouvait stocker. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait amener l'alambic. L'alambic venait, puisqu'en fait, à l'époque, il était beaucoup plus facile de faire venir l'alambic que de transporter du vin. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Donc, en fait, on venait venir l'alambic. L'alambic venait distiller à la ferme, en fait, et on transformait ces vins, en fait, en eau de vie, en Armagnac, qui doit devenir en Armagnac avec la maturation, avec l'élevage, en fait, en barrique. Et du coup, on pouvait stocker cette eau de vie, ces Armagnac, et du coup, le jour où on avait besoin, un mariage, de refaire la maison, d'acheter un tracteur, un peu d'épargne, en fait, on pouvait vendre de l'Armagnac. Voilà. Ou alors, le deuxième plan, ou un des plans, était peut-être de se dire, je vais produire l'Armagnac aujourd'hui, et peut-être qu'à la retraite, ou mes enfants pourront commercialiser l'Armagnac après dans quelques années. Voilà. Il y a plein de modèles économiques différents, des fois qui étaient calculés, des fois pas calculés, des fois uniquement passionnés, des fois traditionnels. Mais sur les années en fait un peu excédentaires, là, les céréales ne se stockaient pas, les veaux, ça grandit, la vache. Mais l'Armagnac, lui, le vin pouvait se distiller et on faisait de l'Armagnac. En fait. Traditionnellement, c'est un peu comme ça en fait que c'est venu. Voilà. Ok. Donc en gros, dans le sud-ouest, dans plein de petites productions, on va avoir des petites pépites qui se cachent un peu dans les granges, un petit peu en vieillissement comme ça, un peu à droite à gauche, ou c'est quand même déjà bien rassemblé dans des gros chais? C'est ça. Ouais. Tout à fait. Il y a tout modèle, en fait. Il y a des gros faiseurs qui achètent du vin ou qui achètent des eaux de vie, qui élèvent. Il y a des cas coopératives, il y a des gros faiseurs, il y a des producteurs qui font beaucoup de vin et un peu d'Armagnac, parce que nous, on a en Côte de Gascogne, on est une des plus grosses régions viticoles de France, on l'oublie, mais en fait, le Côte de Gascogne, ça c'est énormément de vignes, en fait. Mais par contre, on fait beaucoup de vins faciles à boire qui sont assez bon marché, surtout des blancs flatteurs. On est plutôt connu pour ça, nous, dans le sud-ouest. Après, un peu plus au sud, on a le Madiran, le Sémont, enfin, dans d'autres appellations, mais on est plutôt connu, nous, pour nos vins blancs faciles à boire, qu'on exporte facilement, parce que c'est des vins qui sont assez placés en prix, en fait, on va dire. Et un des handicaps aussi pour l'Armagnac chez nous, c'est que, du coup, il y a peu de marché pour l'Armagnac, parfois. Et du coup, les gens vont plutôt préférer vendre du vin aujourd'hui en Côte de Gascogne rapidement. Et donc, des fois, le cours des vins en Côte de Gascogne est plus haut que le cours des vins de distillation. Et comme on a des cépages qui sont communs,
et bien à un moment donné, le viticulteur choisit, arbitre, en disant ben, où je vais distiller et je vais mettre de l'argent dans une barrique pour des années, ça va me coûter de la trésorerie quand même, ou ben, je vais pouvoir, je vais vendre mon vin directement. Et donc, des fois, le viticulteur n'a pas le choix que de mettre ça dans que de vendre ça en vin de la Côte de Gascogne. Voilà. C'est logique, ouais. Et donc, au niveau géographique, c'est quels départements qui peuvent produire de l'Armagnac Alors, nous, on a une vieille AOC, hein, 1936, c'est hyper régie, c'est français, donc c'est bien, ça nous protège, mais c'est une vieille AOC. Donc, on a une grosse partie du département du Gers. Donc, en gros, il faut situer un triangle. Donc, on est au sud de Bordeaux. Il faut situer un triangle entre Toulouse, Mont-de-Marsan-Pau, en fait, un peu plus au sud, en fait. Mont-de-Marsan flirte avec le bord de l'appellation, mais Pau, plus du truc, et Agen, en fait. En gros, Tarbes, Agen. Donc, on est vraiment au cœur. Quand vous regardez la carte de France, c'est là où il n'y a pas d'autoroute, en fait. C'est là où il n'y a pas de route, c'est là. Donc, en gros, on a le département du Gers, un tout petit peu le Lot-et-Garonne, et un peu le bout des Landes, en fait, vers le Villeneuve-de-Marsan, voilà, un peu au nord de Mont-de-Marsan, voilà, à l'ouest. D'accord. Voilà. C'est quand même, enfin, c'est une région qui est assez limitée en termes géographiques. Oui. Tout le monde ne peut pas faire d'Armagnac, quoi. Non. C'est très contrôlé. Donc après, il y a 3 grands terroirs en Armagnac. Ouais. Le haut Armagnac est plutôt des terrains plutôt calcaires, en fait, qui donnent des Armagnacs très aromatiques, mais en principe, il y a des exceptions partout et c'est des principes, hein, on est d'accord. Heureusement, et c'est ça qui est beau dans le spiritueux, dans les terroirs en général, c'est qu'en fait, il y a des principes, mais en fait, il y a des exceptions partout, et c'est ça qui est magnifique, en fait. Parce qu'en fait, souvent, on va faire le produit, il y a les exceptions. Les hauts Armagnac donc, sont plutôt, en principe, sur des terrains très calcaires, donc ça donne des Armagnacs un peu plus durs en degrés, un peu plus durs au nez, en volatile, en fait, on va dire. En Ténarèse, c'est du calcaire, mais c'est la boulbène. Il commence à y avoir de l'argile, argilo-calcaire. Donc, du coup, on a des terrains. Alors, c'est grand la Ténarèse. Donc, il y a avec une capitale de condo, en fait, en gros, dans la Ténarèse, avec un aromatique qui va déjà être beaucoup plus floral, beaucoup plus végétal, en fait, avec des armagnacs très aromatiques. Et le bas Armagnac, ça va être des armagnacs beaucoup plus fruités, le pruneau. On va aller cultiver le rancio si on fait des élevages assez longs. Voilà. Plutôt flatteur sur le fruit, en fait. Ouais. Ok, justement, Pierre, t'hésites pas, tu me coupes si. Non, vas-y, j'ai compris. En termes d'élevage, Vincent, c'est quoi? Les fûts, c'est quoi comme fût qu'il y a en Armagnac? C'est réglementé? Donc, en gros, pour être précis, on a 4 appellations, 5 appellations AOC en Armagnac. On a une AOC blanche, c'est-à-dire que c'est sorti de l'alambic, c'est blanc, ça va être délabilisé blanche, 0 couleur et de la blanche de l'année, okay. Enfin, blanche. Ensuite, il y a une AOC Armagnac, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer ou on ne veut pas déterminer la région, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être des trois régions, là, et après, AOC Ténarèse, AOC Bas Armagnac, AOC Armagnac. Ça devient de l'Armagnac au bout d'1 an. Dans la législation, au niveau du cahier des charges, 1 an de vieillissement en fût de chêne français, c'est très important en fait. Et nous, on va même plus loin que nos cousins de Cognac, parce qu'en fait, c'est le cahier des charges qui est fait comme ça. En fait, on indique la race, enfin la race, la variété du chêne, le pédonculé ou le sessile, en fait, ou les croisements. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas aller mettre nos produits dans un chêne qui serait issu de autre chose que du sessile ou pédonculé ou croisement. C'est-à-dire, c'est à peu près les chênes français, hein, on va dire, mais on ne peut pas aller mettre autre chose, quoi. Voilà. Et ça devient de l'Armagnac au bout d'1 an, en élevage. Donc après, ici, traditionnellement, c'est du chêne noir de Gascogne, du chêne à gros grains, en fait. Voilà, parce que on n'allait pas chercher loin à l'époque. En fait, on travaillait avec le local, hein, on y revient un peu maintenant, mais en gros, on travaillait avec la forêt. On faisait venir le vitilateur, on travaillait avec la forêt du coin, l'autonomie du coin, enfin, c'était tout. Voilà, c'est très local. Et donc, on va avoir minimum 1 an de vieillissement jusqu'à. On a beaucoup de vieux Armagnac, nous, chez nous, dans l'appellation, mais on a des vieux vieillissements aussi. Ok. Donc, chêne français et chêne local plutôt. À l'origine, oui. Ce qui est marrant, tu vois, c'est que ce que tu dis, tout renvoie en fait au terroir, et un terme qui est devenu tendance, alors qu'il était assez décrié. J'ai l'impression, en tout cas, je suis assez jeune, mais quand j'étais petit, c'est pas quelque chose qu'on disait, quoi. C'était pas un terme flatteur. Et on y revient. C'est ça. Et c'est justement, je pense que ça rend un peu à l'image. À la base, c'est que du bon sens. C'est-à-dire que le bon sens paysan, au sens noble du terme, l'agriculteur, il y a quelques décennies, si on ne fait pas d'histoire, mais courte,
ils étaient beaucoup en autosuffisance. C'est-à-dire qu'ils avaient de la vigne pour le vin de la fabrication de la famille. Bon, ils en filaient aux copains, machin. Ils en buvaient, alors des moissons, tout ce qu'on veut. Enfin, mais bon, ils picolaient, hein, ils picolaient du vin. On en picolait, on en buvait plus qu'aujourd'hui. C'était pas forcément du bon vin, mais voilà. Ils avaient les animaux, des fois, pour l'autosuffisance, parce que comme ça, ils avaient la viande. On n'avait pas de congélateur, machin. Mais on parle pas de ça il y a très longtemps. On parle même d'il y a 50, 60 ans. Ça suffit, en fait. Ils avaient le cochon familial pour faire le jambon, pour faire le saucisson, le boudin, tout ce qu'on veut. Ils avaient donc la vigne, ils avaient comme ça le céréal, ils échangeaient le blé contre du pain, voilà. Donc ils arrivaient à faire de l'armagnac, et tout ça c'était le terroir en fait. Et chacun défendait son clocher, avait le cochon le plus gros que le voisin, qui était mieux, qui était, enfin voilà. Et on n'allait jamais chercher très loin en fait, parce que en fait, à la base, c'était le but. Ils n'avaient pas les revenus qu'il y avait aujourd'hui, ils vivaient peut-être pas plus malheureux que nous, hein, mais ils avaient moins de factures à payer. Donc en fait, plus ils étaient en autosuffisance, moins ils avaient de factures. Donc ils n'avaient pas d'argent, mais ils n'avaient pas de factures. Donc à la limite, ils n'étaient pas plus malheureux, quoi, en fait. On a beaucoup de centenaires chez nous, en fait. Je pense qu'ils ont vécu une belle époque où ils mangeaient très bien et ils avaient des bons produits. Ouais. Mais ce qui est marrant, bon, c'est une petite parenthèse un peu personnelle, mais c'est vrai que enfin, je pense que c'est vers ça qu'on doit se diriger au niveau global, quoi. Ouais, mais Sinon, on doit y revenir un peu. On fonce dans le mur si on continue ce modèle qui n'est pas voué à perdurer, enfin, malheureusement ou heureusement. Et je pense que on a beaucoup décrié ce que tu décris comme étant l'ancien monde, mais je pense que c'est finalement c'est ça, et c'est malheureux à dire, mais c'est une petite victoire en fait des ruraux qui se disent, ben en fait, nous on nous l'a appris, on le faisait naturellement en fait. Et aujourd'hui, la traçabilité ou le circuit court, ça se faisait naturellement en fait, sans forcément le dire parce qu'on communiquait pas, mais en fait ça se faisait, c'était logique. Et ça s'est jamais perdu hein, dans le monde rural, les circuits courts, les échanges. Les petites productions, ça s'est jamais perdu en réalité, même si c'était moins mis en avant. Les traditions sont quand même toujours là, même si forcément les choses évoluent. Et heureusement. Après, aujourd'hui, il y a des normes qui font que des fois c'est moins facile de faire des trucs, machin. Mais oui, comme tu dis, heureusement que les traditions sont là. Ouais, heureusement, parce qu'on revient à une certaine forme d'intelligence collective qui avait été un peu perdue au prix d'autres jours. C'est la fin de la parenthèse de décroissance. Donc vous, l'Entente, alors vous avez un placement un peu particulier, je crois, dans le monde de l'armagnac. Tu disais c'est brut de fût, c'est une bande de potes. Donc, alors nous, comme on était une bande de potes au départ, enfin c'est pas parce qu'on était une bande de potes, mais en fait on a dit, c'était comme si c'était une activité secondaire, on voulait vendre que des produits qui nous plaisaient, que des produits que nous on aimait. En fait, on voulait pas s'embêter à vendre des trucs. Comme c'était vraiment une activité, honnêtement, il y a 10 ans, on ne pensait pas que ça allait devenir ça aujourd'hui. Donc, si vous voulez, quitte à vendre, à s'embêter le week-end ou à proposer des trucs à des copains ou à des connaissances, en fait, tu veux proposer que des choses qui toi, te plaisent, en fait. Alors, tu ne sais pas si elles vont leur plaire à eux, mais toi, elles te plaisent, en fait. Et toi, donc, tu proposes que des choses qui te plaisent. Donc, en fait, c'est facile, parce que toi, tu aimes un truc. Alors, je ne dis pas que c'est facile de trouver la même personne en face qui aime ça, mais tu proposes que des trucs. Alors, donc, forcément, tu as le sourire parce que tu proposes que des trucs que tu aimes, tu es content de faire ce que tu fais. Et voilà. Et donc, nous, on a d'entrée proposé que des bruits de fût. On a dit, on ne veut pas vendre du caramel, on ne veut pas vendre de réduction, on va vendre que des eaux de vie, des armagnacs très concentrés. Voilà. Alors, on peut en parler, c'est compliqué. Pourquoi? Mais aujourd'hui, on a beaucoup de styles, donc on n'a pas toujours chaussures. Enfin, on peut trouver chaussures à son pied, mais c'est pas forcément. On a une diversité de styles qui est des fois compliquée à se retrouver, certes, mais justement, c'est ça pour moi, qui fait la richesse parce qu'on voyage, en fait. Mais on voulait vendre que des choses qui nous plaisaient. Donc, du brut de fût. Ça titre à combien des brutes de fût en armagnac? Alors, nous, on a des brutes de fût de 40,1 à 5. La blanche, c'est l'armagnac aujourd'hui le plus fort alors, c'est pas l'armagnac, la blanche, qu'on commercialise, c'est 59,9. D'accord. Donc, de 40 à 59,9, en gros. Et ça sera combien de l'alambic en général, l'armagnac? 52,72 de l'appellation. Okay. En théorie, c'est. En réalité, c'est 55, 63, 62. Ça ne va jamais au-delà de 62, 63. La majorité des choses qui sont distillées sont distillées entre 55 et 58, 59 max. Ok. Un peu comme dans le rhum agricole, on est sur du voilà, 60, 62 en général. En fait, dans le rhum agricole, vous parlez de la Martinique et Guadeloupe, moi je connais un peu plus parce que j'y étais il y a longtemps, et voilà, mais il y a beaucoup d'alambic de chez nous, de Sofac en fait. C'est une fabrique d'alambic à Condon. Et il y a beaucoup de colonnes qui sont issues de chez nous à la base. Alors maintenant, il y a des Brésiliens, il y a d'autres choses, parce que le rhum
à changer un peu d'échelle, mais il y a beaucoup de vieux alambics. Tu vois, par exemple, chez Biel en Guadeloupe, à Marie-Galante, tu as un alambic Sofa qui vient de l'Armagnac, en fait. Et nous, on avait une tradition de colonne, et ce colonne s'est exporté parce qu'on a encore un fabricant chez nous d'alambic à colonne. Et donc, il y a beaucoup de proximité sur les choses, parce qu'à un moment donné, les alambics, ils travaillent, que ce soit à la canne ou du raisin, c'est pas pareil, mais ça travaille toujours un peu, il y a des similitudes, quoi. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les 3 terroirs parce que souvent, j'ai l'impression qu'on voit plutôt Bazar Maniac comme étant un peu le haut de gamme. Ouais, alors aujourd'hui, le gros de l'acquisition est intéressante, mais le gros de la production est dans le Bazar Armagnac et Ténarèze. Au Armagnac, il y en a très très peu, il y a peut-être à peine 10 producteurs. En gros, en Armagnac aujourd'hui, pour vous situer, il y a à peu près 150 maisons actives, en fait, maisons producteurs. On appelle ça nous, des opérateurs, des gens qui produisent. Alors il y a des gens qui font 50 bouteilles par an, il y a des gens qui en font 20 000, 100 000, voilà, il y a de tout, hein, dans les 150. Dans les 150, tu en as peut-être vraiment, allez, on va dire 80 qui sont vraiment actifs. En fait. Et les autres, tu en as qui vendent du stock, des fois de leurs parents, ou des stocks hérités, ou qui en ont un peu de temps en temps, mais qui font peu de bouteilles. Et la majorité sont quand même Bazar Armagnac et Ténarèze. Et pourquoi Bazar Armagnac? Parce que c'est quand même le terroir, en théorie. Tout ça, je mets vraiment des guillemets parce que tu as les descriptions partout, et on a tous des préférences, mais on a des palais aussi qui évoluent, et on a des producteurs qui font des fois des choses très jolies dans des terroirs différents. Et l'inverse aussi, dans des beaux terroirs, il y a des gens aussi qui font des choses un peu moins intéressantes. Et ça arrive aussi. Hein, donc du coup, si tu veux, le Bazar Armagnac est beaucoup plus facile d'accès, parce que c'est plus fruité, c'est plus flatteur. Voilà. D'accord. Ok, donc vous, par exemple, dans vos embouteillages, vous avez quasiment que du Bazar Armagnac, ou vous avez aussi d'autres terroirs? Non, on a Ténarèze, on a de plus en plus de Ténarèze, on a du Bazar Armagnac, mais ça, c'est un peu... on y reviendra, mais c'est un peu notre philosophie mais ce qu'on va voir un peu dans les autres spiritueux, notamment dans le rhum, qui fait qu'en fait, du coup, on va beaucoup plus maintenant vers la Ténarèze parce qu'on n'aurait pas osé, il y a quelques années, proposer des Armagnacs comme on propose aujourd'hui, parce que justement, c'est des Armagnacs qui ont plus d'ester, qui sont plus durs, qui ont des... Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se consomme dans le rhum et ce qui est proposé, mais on se dit, mais chez nous, c'est des Armagnacs à défaut, en fait, des Armagnacs qu'on ne peut pas commercialiser, parce que c'est je pense par exemple, bon, c'est peut-être pas la cam de tout le monde, mais les rhums jamaïcains, les trucs comme ça, maintenant, les trucs très durs, un petit peu, enfin très durs, stérilisés, un peu, mais chez nous, c'est des Armagnacs qui ne se passent pas normalement le contrôle qualité, en fait, c'est des Armagnacs qui sont déclassés, quoi, en fait. Mais tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que Caroni, tu connais sûrement Caroni, en fait, à la base, ce goût hydrocarbure, etc., c'est quelque chose c'est un défaut de fabrication, de fermentation, etc., mais c'est devenu quelque chose qui est super, super attirant. Et justement, est-ce que vous avez, excuse-moi Pierre, je parle beaucoup, hein, tu n'espères que tu m'en veux pas, est-ce que vous avez une appellation de repli, par exemple, un jus qui sort par Armagnac avec un défaut, comme tu dis, mais qui pourrait plaire aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose genre eau de vie du sud-ouest qui pourrait être... On peut déclasser en brandy. On peut déclasser en brandy ou eau de vie. Nous, par exemple, on a fait des finishes, enfin on en reparlera peut-être, on a fait des finishes, donc c'est pas du chêne français. Il y a eu autre chose dans la barrique, on déclasse. Ça s'appelle eau de vie de Gascogne ou brandy, ce qu'on veut, en fait. Ok. Et donc, il y a des produits qui peuvent être très estérisés. Intéressant, ça, quand même. Parce qu'on a serré cette vision alors, je parlais de Ténarèze, tous les Ténarèze, pas comme ça, mais oui, bien sûr. Et nous, maintenant, c'est vrai qu'on propose des choses comme ça, ou même on élève dans les barriques, de façon à cultiver ce côté, enfin, dans des fois des barriques toastées, pour cultiver cet aspect très puissant, là, un peu gourmand, mais très prenant en bouche au départ, voilà, et on va cultiver ce produit-là avec l'élevage, et on va des fois aller rechercher, enfin moi des fois je recherche des armagnacs comme ça pour ce côté. Alors c'est pas le gros du marché, mais on s'amuse d'avoir des choses comme ça très, ouais. C'est vrai qu'on a une vision quand on est complètement extérieur. Moi, des armagnacs, j'en ai goûté quelques-uns, mais toujours voilà en digestif sans forcément y connaître grand-chose, et on a souvent cette sensation d'avoir des produits qui sont assez formatés, assez similaires en fait. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça nous interpelle beaucoup parce que justement, nous, on est plutôt en recherche de nouveaux goûts, de sensations dans des produits quand même qui vont rester des digestifs. Il faut comprendre, Pierre, en fait, que l'Armagnac, c'est pas quelque chose qui se vend beaucoup. Je vais te donner un exemple. Nous, on produit, l'année dernière, il y a eu du gel, on a produit très peu. En principe, on produit entre 15 et 20 000 litres, 20 000 hectolitres d'alcool pur. Bon, en gros, ça n'est pas grand-chose, mais moi, j'ai visité, par exemple, alors qu'est-ce que je vais te donner comme exemple? Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que, par exemple,
Longotto, par exemple, fait 150 000 hectolitres d'alcool pur. En fait. Ça veut dire que Longotto, à lui tout seul, fait 10 fois plus que l'Armagnac tout entier. Si je ne veux pas dire de bêtises, mais de toute façon, la marche est énorme. Mais... Je crois que c'est ça. De mémoire, je veux dire, donc, je veux dire, et l'Armagnac, c'est 150 maisons actives, mais c'est des gens qui vont tailler la vigne, c'est des tonneliers, c'est des alambics, c'est des fabricants d'alambics. Enfin, ça fait travailler énormément de personnes. En fait, hein, il faut comprendre que c'est quand même une grosse économie. Et donc, je vais me perdre, il y a une grosse différence. Et donc, dans l'Armagnac, pourquoi on produit que 15 000? Parce qu'en fait, on a perdu un peu le marché, on a été dans des clientèles très digestifs, on n'a plus le droit de conduire, enfin de conduire. Donc le digestif c'est un peu perdu, pardon. Mais ouais, vous avez compris ce que je voulais dire, mais je veux dire, le digestif du restaurant c'est un peu perdu, le papy qui buvait le digestif au coin du feu, le cigare, il fume plus, ou bon, il boit plus, ou il est plus là. Donc on a perdu cette clientèle, en fait, et on n'a pas su se renouveler. Et ce qu'on a fait, c'est que parfois, des fois, on va dans la roue de cognac, et on fait des produits. Alors, je ne dis pas que. Je ne veux pas dire ce que. Non, mais ça n'a pas dit que c'est pas bien. Voilà, mais des fois, on va dans la rue de cognac à faire des produits un peu formatés ou des produits commerciaux, en fait, on va dire. Même si tous les connaissent comme ça. Mais je veux dire, on va faire des produits, on se dit, les grosses maisons, elles marchent parce qu'elles font des produits faciles, des fois commercialement très accessibles, machin. Et du coup, il faut aller vers ça, en fait. Et on a perdu un peu notre âme, alors qu'en Armagnac, on avait des fermes, des producteurs qui faisaient, moi, mon grand-père, il a toujours fait comme ça, donc on fait comme ça, on met dans une barrique neuve, je mets dans un chai humide, un chai sec. Moi, j'ai distillé à 56 parce que mon grand-père distillait comme ça. Des fois, on ne savait pas pourquoi, ou parce que d'autres, en fait, c'était bon, moi, je fais comme ça. Et ils faisaient des expériences avec 2, 4, 10, 15 barriques. Donc, c'était chaque fois des tout petits trucs. Des fois, ils se trompaient, mais on avait beaucoup de caractères différents et de produits très, très différents, en fait. Donc, c'est nous ce qu'on cultive à l'Encantada. Mais du coup, en Armagnac, c'est beaucoup plus facile d'avoir le même produit des fois. Et des fois, on a été un peu loin. Quand les producteurs ils vendent du vin, ils vendent aussi quelques bouteilles d'Armagnac. C'est beaucoup plus facile d'avoir un produit très accessible. Alors maintenant, on s'aperçoit que peut-être on va changer un peu le fusil d'épaule, mais pendant longtemps, on a eu des étiquettes pas forcément très jolies ou des trucs un peu standards. Et on a été dans cette clientèle-là. Et on a perdu un peu le marché, quoi, je pense. Ouais, ça évolue quand même en termes d'image. Hein. C'est que nous, on vient du rhum, mais on n'est pas les seuls à venir du rhum et à s'intéresser fortement aussi au cognac et là précisément à l'Armagnac. C'est qu'on échange avec beaucoup de gens et l'image quand même évolue justement avec aussi des produits qui sont parfois exceptionnels, qui restent accessibles. On sent quand même que voilà, moi j'avais pas forcément cette image un petit peu vieillotte, mais c'était plus ce côté un peu classique. Un peu formaté. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai que parce que vous êtes passionné spiritueux et que vous vous intéressez, que vous êtes curieux, machin. Mais un caviste, des fois, il a de l'Armagnac sur l'étagère et ça se vend pas. Enfin, c'est pas toujours facile à vendre. Voilà, bon. Ou d'autres, voilà, les restaurateurs, c'est pas toujours facile à vendre, à proposer. Un barman, un bartender, si tu veux, des fois, c'est pas l'Armagnac, c'est pas le cocktail Armagnac qui va vendre le plus, tu vois, je veux dire. Alors qu'on a à se défendre, mais il faut. Et comme nous, chez nous, on n'a pas de grosse maison qui fait le job commercialement, si tu veux, en termes de marketing, en termes d'image. Derrière, tout le monde a fait son petit bout de chemin, quoi. Mais tu sais quoi, Vincent, mais tu vois, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que nous, ça fait longtemps ça fait 10 ans, on n'a jamais mis un mot digestif sur aucune phrase commerciale chez nous, en fait, parce qu'on a dit, non, les digestifs, il y a longtemps qu'ils sont morts, c'est fini. Il faut s'adresser à des gens qui ont des palais experts, qui savent déguster. Il faut s'adresser à des buveurs de spiritueux, de rhum, de whisky, de bourbon. On voit beaucoup à des amateurs de bourbon, à des gens qui savent déguster, qui se font plaisir avec une bonne bouteille, il faut des bouteilles qu'on ait plaisir à déguster, pas des bouteilles qu'on met à la poussière dans un placard, quoi, en fait, voilà. Et c'est le meilleur hommage qu'on peut rendre au producteur ou au distillateur qui a fait le produit, si tu veux, de consommer un produit, de dire j'ai aimé, je vais changer, je veux truc, mais bon, de discuter autour de trucs. Et c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur. Honnêtement, c'est la meilleure façon de rendre si tu veux, toute la gloire et tous les hommages aux producteurs, des fois qui sont disparus ou par là, quoi. Parce qu'effectivement, sur l'Armagnac, tu parlais un peu des cavistes et des Armagnacs qui peuvent prendre la poussière. On a aussi un petit peu ce côté, c'est un peu le millésime, quoi, l'Armagnac. C'est le produit où on va facilement se trouver un millésime de sa naissance. C'est le cadeau des 30 ans, le cadeau des 40 ans.
Mais accessible. c'est vrai que peut-être ça manque on parle beaucoup, nous, justement, parce qu'on dans nos échanges, à quel moment on va boire telle bouteille. Et c'est vrai qu'on boit de moins en moins notre alcool à la fin d'un bon repas. Ça va être des moments différents, et donc ça va être aussi des produits différents qui n'ont pas forcément, on n'a pas forcément la même attente. C'est ça. Ouais, alors j'ai un truc à dire. Ouais, parce que en fait, ouais, c'est ça. On dit souvent, Pierre et moi, on a un petit dada quand on parle des marques, tu vois, c'est qu'on pense qu'il faut que la marque elle sorte des produits standards. Je vais citer Clément, par exemple, Clément ou JM, qui sont des maisons martiniquaises assez importantes. Et on dit que c'est bien aussi qu'elle sorte un ou deux produits un peu plus haut de gamme, un peu plus geek, pour toucher tout le monde. Et tu vois, et je trouve que l'Armagnac, il manque en effet, comme tu l'as dit, hein, mais peut-être d'une locomotive un peu visible, mais je pense que vous pouvez très bien avoir ce rôle de phare, entre guillemets, un peu à geek, qui font que les gens vont en parler. Tu vois ce que je veux dire? Et, nous, c'est vrai que nous, on est plus d'une clientèle de geeks. C'est vrai que nous, on a notre premier marché, en fait, il est maintenant aux États-Unis, en fait. Voilà. Parce que les gens sont assez décomplexés sur l'Armagnac, ils arrivent, comment dire, ils achètent un truc. Ils buvaient du Bourbon, ils étaient assez nationalistes, ils buvaient du Bourbon, ils étaient à la culture Bourbon, pas que du Bourbon, mais ils ont moins de rhum, je pense, aux États-Unis, ou des rhums, enfin ils y viennent, mais moins, un peu, ils ont moins la culture que chez nous, voilà. Et du coup, si tu veux, ils ont consommé des trucs, mais maintenant les prix, où ça devient très rare, où ça devient très cher, et en fait ils s'aperçoivent que ils ont des trucs no age, avec des prix qui deviennent des fois un peu délirants ou qui ont tendance à monter, alors que nous, certes, on ne donne pas de bouteille, mais le prix, je pense, en Armagnac est sous-évalué, avec des styles qui sont très intéressants, et sûrement des produits qui vont flirter avec d'autres catégories. On a, nous, des choses qui, très épicées, peut-être si on donne un rhum, très torréfié, un peu café, des choses comme ça, et Bourbon, et du coup, ils vont retrouver leur compte là-dedans, dans certains styles, on va dire. Et c'est vrai que nous, on a une clientèle plutôt de geek, mais nous, on adore cette clientèle parce qu'en fait, c'est une clientèle intéressante qui nous fait évoluer, qui nous dit, ah ouais, j'aime ça, mais et du coup, on est tout le temps en train d'essayer de se dire, alors, enfin, c'est moi qui fais ça souvent beaucoup à l'Ingatata, mais tu vois, c'est de se dire, mais il faut aller vers où, comment on va essayer de faire d'autres styles d'élevage, on va essayer de voir des expériences avec d'autres barriques, avec d'autres trucs. Peut-être que si j'élève ce cépage avec un truc différent, on va peut-être sortir un Armagnac jeune qui sera fun, qui sera peut-être très abordable en fait en termes de goût, en termes de prix. Donc en fait, et moins aller vers le millésime, en fait, si tu veux, moins aller sur les marchés traditionnels. Donc nous, on peut avoir ce rôle-là, mais à toute petite échelle, parce qu'en fait, nous, on est une petite maison, on aura toujours que des barriques qui auront 200, 300, 400 bouteilles par barrique. Enfin, on aura toujours un truc, nous, de trucs un peu spécial, quoi. Et vous avez une bouteille que j'ai beaucoup aimée au Philève, j'en ai beaucoup parlé, la Sélection 20 ans. Est-ce que, par exemple, ça, c'est une bouteille qui sera appelée à être refaite, même si ce n'est pas le même assemblage? Je veux dire, est-ce que c'est une série un peu votre. La sélection maintenant, je l'ai là. Ça, c'est un truc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour que ce soit très accessible Enfin, moi, je voulais faire un truc très accessible, des brutes de fût, à quelqu'un qui ne vient pas de l'Armagnac. Donc, voilà. Donc, on essaye de le passer en prix, parce que quand les gens essayent, il faut quelqu'un qui se dise je ne vais pas mettre 300 balles dans une bouteille si jamais je ne suis pas sûr que ça me plaise, même si j'entends de bonnes critiques. Donc, du coup, voilà. Toujours du brut de fût. Nous, on élève au minimum, alors c'est un détail, mais on élève tous nos assemblages 6 mois minimum dans une barrique. C'est pour ça qu'il y a le numéro d'une barrique sur la bouteille. Parce qu'en fait, il faut que les Armagnacs aient le temps de se marier, aient le temps de se faire, aient le temps de se fondre entre eux et les affiner en élevage en barrique. En fait, donc c'est toujours 6 mois minimum. Et chaque fois, donc, on fait une barrique. Et chaque fois, c'est une recette un peu différente. En fait, voilà. Et donc, il y a un numéro de l'eau sur la bouteille. Et on a toujours le même profil, un peu. Là, oui, on essaie de faire un truc avec le même profil. On a 2 produits comme ça, le 20 ans et le 25 ans. Ouais, mais avec des profils très différents. Mais on essaye Et l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'un peu puissant, complexe, pour entrer dans l'univers de brut de fût, qui va moins dans les détails que certains domaines et certaines usines qu'on a, mais qui va être intéressant et très flatteur au départ, facile d'accès, en fait. Ok, donc ce sont vos deux gammes, enfin vos deux références un peu standard entre guillemets et sans dénigrement, quoi. C'est votre gamme classique. Ouais, c'est ça. On va pas dire entrée de gamme, mais c'est la gamme classique. Non. C'est la première marche. Et c'est très sympa. Enfin, moi je trouve que c'est bien. Voilà.
Et après, on va être sur du. En général, plutôt, on va être sur du single casque, un peu du fût unique. Ouais, alors après, nous, voilà, on fait beaucoup de single casque. On fait beaucoup de bouteilles, tu vois, avec. Bon, alors nous, on met un petit morceau de barrique là qu'on grave. On fait beaucoup de single casque. Donc, nous, on a une étiquette un peu. Voilà, tu as le nombre de bouteilles, beaucoup de bouteilles numérotées. Le nom du distillateur, l'assemblage, la date d'embouteillage. Maintenant, on met même le temps que ça a été levé en barrique, en fait. Sur chaque bouteille, on met les cépages, enfin, on essaie d'avoir des renseignements, et c'est beaucoup de single casque. Parce qu'en fait, on va aller chercher dans chaque domaine, on va les choisir. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que dans la manette, tout est bon, ça serait trop facile, en fait, sinon on ne serait pas là où on serait aujourd'hui. Donc en fait, parce que le domaine qui fait 3, 5 barriques, une barrique par an, bah, des fois, il fait des bêtises aussi, parce que la barrique, je sais pas, le tracteur a été garé pas très loin dans le chai, des fois c'était une ancienne étape qu'on a convertie en chai, des fois on a réutilisé une vieille barrique, on a élevé qu'en barrique usagée, et ça aurait mérité un peu de bois neuf, des fois on a distillé trop bas, des fois, il y a quelques années, il buvait un coup lors de la distillation ambiante, et puis le mec, il oubliait de mettre du bois dans l'alambic, il faisait vraiment des sautes d'humeur, tu veux, et de chaleur, donc du coup, tu as des goûts de rimés un peu métalliques, un peu prononcés dans certaines barriques. Enfin, bon, tu as certaines qui vont se gommer, mais pas forcément, on s'accentue avec l'âge. Et donc, du coup, toutes les barriques ne sont pas intéressantes. Et nous, on va aller travailler avec des producteurs qui souvent, alors certains vendent à la bouteille, mais beaucoup ne vendent pas, en fait, et n'ont pas vendu. Ou des fois, c'est même les enfants de ces producteurs-là, et qui ont mis de l'armagnac là-dedans. On va aller essayer moi, je vais essayer d'aller chasser des barriques, Alors, des fois, on achète tout, des fois, on n'achète pas tout. Des fois, on est obligé d'acheter tout. Pour 2 barriques qui me plaisent, on est obligé d'acheter 10. Donc, il y en a d'autres, on se sert de notre assemblage, on a d'autres produits qui ne sont pas étiquetés comme ça orange, mais on se sert d'autres assemblages, on en revend aussi. Et on va aller essayer des 2 barriques. Alors, des fois, elles ne sont pas prêtes comme ça, mais on va les rélever. On a beaucoup de chaînes, on ne travaille que sur la barrique, chez humide, chez sec, différentes chaînes, différents auteurs dans le chai. Enfin, on travaille beaucoup que sur la barrique, on bouge beaucoup nos armagnacs dans les barriques pour les élever. Et on va aller proposer que des single casques, voilà, au nom du domaine, tout le temps. D'accord. Donc, vous faites toujours de l'élevage. Voilà, on n'est pas vraiment juste sur un sélectionneur. Il y a une part élevage importante. Non. En fait, au début, on avait quelques barriques qui étaient assez parfaites comme ça, mais on en avait quelques-unes qu'on connaissait, mais maintenant, c'est beaucoup d'élevage. Beaucoup d'élevage. Et maintenant, du coup, on est producteur et aussi, on achète beaucoup de blanches et on met notre pâte d'entrée, en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça fait combien de fûts en vieillissement chez vous, en stock? Alors, on a beaucoup de fûts, nous, du coup, ce qu'on appelle en vidange chez nous. C'est-à-dire qu'on a des fûts, donc nous, on houille pas. C'est-à-dire qu'on ne remplit pas la barrique. Quand c'est la barrique, là, ici, tu vois, j'ai Del Cassou 98, la barrique 181, il y aura 512 bouteilles, c'est-à-dire qu'on va embouteiller au fur et à mesure. On ne va jamais remplir la barrique. Donc, on a des barriques qui ne sont pas pleines. On n'a que des barriques de 400 litres pour la majorité. Mais on peut avoir 200 litres dans une barrique, je veux dire. Hein, donc je vais vous donner un nombre de barriques, mais on a parfois des barriques qui sont à moitié vides. Mais on a à peu près aujourd'hui, nous, plus de 350 barriques aujourd'hui. D'accord. Donc on est assez content parce qu'on a démarré il y a 10 ans. Bon, tout le monde n'est pas comme ça, mais on a mis toutes nos économies dans les barriques. Ouais. Mais en même temps, c'est des bébés. Et moi, je suis le sentimental. J'ai du mal des fois à voir partir les trucs parce que ça n'existera plus. Ouais. C'est comme nous avec les bouteilles. Quand une bouteille que tu aimes bien, tu arrives au bout, tu es triste, quoi. C'est exactement ça. Quand tu as une bouteille qui est bien, tu la gardes pour un copain en disant je vais la goûter. Alors nous, on met toujours dans une Marie-Jeanne de 20-30 litres. On garde toujours un minimum. Donc, je vous viendrai visiter chez nous et je vous invite à venir. On a vraiment des trucs hyper différents parce qu'on a des embouteillages, des trucs qui n'existent plus, mais on garde toujours une trace. On garde tout le temps, parce que c'est important, parce que peut-être ce style n'existera plus, en fait. Donc, on veut toujours garder un truc, en fait. Voilà. D'accord. Alors, pour finir, comment tu vois votre futur à vous, Vincent, l'Encantada et l'Armagnac, tu en as parlé un peu, mais est-ce que tu veux continuer à... Est-ce que tu penses que c'est votre production à vous qui va prendre le dessus ou tu vas continuer à aller chercher des pépites à droite à gauche? Alors, il faut être clair, des pépites un peu partout, il y en a de moins en moins, parce qu'en fait, il y en aura de moins en moins. Des pépites un peu partout, ça s'est passé aussi dans le Rhum où les gens allaient découvrir des trucs. Après, à un moment donné, les chais sont vides quand même, il faut être clair. Donc, les pépites et les bonnes pépites, il y en a de moins en moins. Je ne dis pas que j'ai fait tous les chais de la campagne, loin de là, il en reste encore. On en découvrir encore, mais les très très bonnes surprises, tu as de plus en plus de mal à les découvrir. Par contre, ce que nous on a appris et qu'on a eu la chance d'apprendre, puisqu'on a pris le temps, même si c'est court, mais on a pris le temps d'apprendre puisqu'on n'avait pas la pression, on travaille beaucoup sur l'élevage
Et on travaille beaucoup, même aujourd'hui, quand on sélectionne de la blanche, on sélectionne de la blanche dans plusieurs domaines, plusieurs origines, et on va aller travailler, on va aller essayer de sublimer, sans employer les termes pompeux, on va essayer d'aller sublimer, si tu veux, chaque produit dans la bonne barrique qui va bien. Voilà. Et ça, c'est important pour garder que des styles différents. Donc, nous, on n'aura jamais 2000 bouteilles sur certains trucs. Sur d'autres, oui, mais sur certains trucs, on n'aura jamais 2000 bouteilles de la même chose. Donc, nous, notre futur à nous, on va continuer à s'éclater comme ça, sur le single case, des trucs, et en essayant de proposer d'autres domaines. Alors, c'est compliqué chez nous, c'est que, par exemple, il y a des gens qui vont adorer les bouteilles, ils vont en parler aux copains, un truc machin, là, la barrique elle se vide, et après on leur dit mais non, mais ça il n'y en a plus, il faut passer sur un truc comme ça. Ah oui, non, mais c'est ça que je voulais, oui. Donc du coup, il faut que nous on arrive à leur dire ouais, mais attends, viens goûter ce style-là, c'est intéressant. Et du coup, tu peux, voilà, bon, c'est ça qui est intéressant. Donc ça sera toujours un peu compliqué, mais si la vie était simple, ça serait pas marrant. Ouais, c'est ça. Donc, notre futur à nous, il est comme ça. Dans l'Armagnac, je pense qu'on a aussi une carte à jouer, mais il va falloir qu'on soit bon quand même dans l'Armagnac, parce que bon dans le sens où il va pas falloir manquer le coche. Vu le prix des autres spiritueux, et quand je suis là cette année au Whisky Live, j'ai goûté des trucs qui étaient très bons, mais quand tu vas en haut, moi j'ai eu la chance de pouvoir aller en haut au balcon au VIP. Enfin, je me dis, moi à l'aveugle, j'ai des bouteilles là-dedans, je mets à l'aveugle. Je pense que j'ai des bouteilles qui sont pas ridicules, parce qu'on a, c'est sûr, on a je pense des trucs pas trop, qui pourraient, j'espère qu'ils pourraient entrer là-dedans. Et je vois le prix, mais je me dis, mais c'est pas possible. Et si moi je le mettais à l'aveugle, et nous on est beaucoup sur l'Encantada, pardon, je reviens en arrière, mais on a beaucoup, nous, on travaille beaucoup avec certains cavistes ou des passionnés. On leur envoie des échantillons 1, 2, 3, 4, 5, tout à l'aveugle. Il n'y a pas de millésime, il n'y a pas de cépage, il n'y a pas d'origine. On ne sait pas ce que c'est. Et vous goûtez. Et à la fin, on te dit, voilà, ça c'est ça et ça vaut tant. Et en fait, je pense que des fois dans le spiritueux, enfin, je ne sais pas où on va, mais des fois on achète trop l'étiquette. Et en fait, si on goûtait des trucs sans avoir le prix derrière, sans avoir l'étiquette, je pense qu'on serait surpris en fait. Chez nous pareil, hein, peut-être, hein, mais on serait surpris quoi, en fait. Et l'Armagnac a une carte à jouer parce que je pense que sur ces bons produits-là, peut-être qu'on peut aller cocher les cases que peut-être les autres, que certains groupes financiers ne causeront plus. Quoi. Voilà. Et donc du travail aussi sur des finishes rhum, c'est ça, ouais. On en a vu un petit peu au Whisky Live. On en a fait un l'année dernière, on va en refaire un et on avait fait un finish sur Orsi Park. Après, on cherche nous toujours humainement à avoir des bonnes associations avec des, comment dire, on aime bien nous, alors Orsi Park on les connaît pas, mais en l'occurrence, mais on essaye, quand on fait des finishes, on essaie d'avoir un bon feeling avec un mec en fait, et puis on s'échange des barriques pour faire des trucs sympas, quoi. Que ce soit aussi humainement un truc rigolo, quoi, que ce soit pas juste commercial, voilà. Orsi Park en l'occurrence. C'était plus commercial. Mais l'idée, c'est de faire un finish avec une bonne barrique qui peut être sympa et un mec où on se comprend. Quoi. Voilà, quoi. Mais d'ailleurs. L'idée de finish, ouais. Mais c'est plus l'Armagnac. Le Rhum Club Paris, oui. Lequel je suis un membre relativement actif, oui. On a un Armagnac à vous, blanc, une blanche. En vieillissement dans un fût ex-cognac. J'ai eu Samy au téléphone cette semaine là, qui ont rempli le fût là, et qui me demandait des trucs. Samy est votre meilleur élément sur le terrain. Il est à fond. Je sais pas, mais le projet pour nous est super sympa parce qu'on est vachement content en fait de pouvoir montrer en fait qu'on a d'autres trucs et on est surtout content que ça vous plaise. Et moi, mon plus grande crainte c'était de vous rassurer en disant mais oui ça va sortir comme il faut, mais il faut. Bon, c'est pas la même chose, c'est pas du rhum, c'est pas du. Voilà, c'est. Ouais, non, mais on est content de faire ça aussi. Et d'ailleurs, tu parlais Merci à vous. Des samples à l'aveugle. J'ai le droit de petits samples à l'aveugle. Et je dois te dire que j'ai largement préféré le sample numéro 1. Ouais. Qui était bien dans mes goûts. Je crois que je t'avais dit, j'aime bien tout ce qui est assez torréfié, etc. Le 2 était plus fruité, un peu plus fruit jaune, fruit blanc. Et c'était sûrement très bon, mais. Enfin, c'est très bon, mais c'est moins mes goûts. Alors, le 1, alors j'ai pas les bouteilles là, mais le 1, alors je vais partager l'écran. Attends. Le 1, en fait, c'est. Le 1, c'est un Loose Pibous 2004. Je sais pas si vous voyez la bouteille là. On voit. Ouais, on voit bien. Voilà. Donc, ça, c'est une folle blanche. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter ça au Whisky Live. Alors, ça, c'est plutôt l'ancienne étiquette, mais. Donc, Loose Pibous 2004, c'est la folle blanche. C'est de la barrique avec une chauffe qui était. Alors avant, on ne parlait pas de chauffe il y a quelques années, parce qu'on faisait des barriques pour faire des barriques. On n'avait pas ce réflexe aujourd'hui de chauffe. Mais on était plutôt sur une chauffe plutôt moyenne. Et ça, c'est en fait
Ce domaine-là, c'est un tout petit domaine. La folle blanche, c'est un cépage, si je fais une aparté, qui est assez difficile à travailler, donc on n'est pas sûr d'avoir du raisin au départ, à l'arrivée, je veux dire. Et du coup, ben là, ils ont fait tout ce qu'il fallait bien faire. En fait, ils ont pris un joli chai, des jolies barriques, un joli tonnelier, un joli cépage. Et à la fin, bon, mais des fois, ça marche. Et là, il y a plusieurs barriques, ce domaine-là, ça marche. Ouais. Ça, c'est vraiment. Bon, ça, c'est mes petits coups de cœur. Je t'ai mis, je pense, un joli. Enfin, moi, j'espère, mais j'espère pour toi, mais je t'ai mis un joli échantillon. C'est assez sympa. Et du coup, ouais, voilà, c'est très torréfié, c'est très gourmand, c'est très puissant. En fait, il y a une dégustation à étage. Au début, c'est très complexe, tu sais pas trop où t'es. Et après, ça revient. En fait, il y a une deuxième vague qui revient derrière te compléter. Ça dure très longtemps en bouche. Voilà, tous ces fruits, ces fleurs capiteuses, c'est intéressant. Et un peu plus terre à terre, hein, je suis toujours un peu terre à terre. Ça sera combien une bouteille comme ça, pour donner une Alors idée? ça c'est une bouteille qui sort à 120 euros, un truc comme ça. Voilà. D'accord. Mais la 2004, par exemple, bon, on en vend qu'au chai maintenant. On n'en a plus beaucoup et on en vend que quand les gens se déplacent, qu'ils aiment ça, voilà. Parce que il y avait un peu de spéculation sur les trucs, sur certains marchés nationaux, là, donc on n'en a plus beaucoup. Hein, mais on a d'autres produits en Pibouze. On avait un 2002 cette année là, qui était très bien, qu'on a sorti avec une étiquette spéciale pour les 10 ans. C'est dans le même esprit, quoi. C'est du Pibouze, c'est-à-dire très torréfié, très complexe, gourmand, voilà. Non, c'est pas des bouteilles qui se donnent, mais moi je pense que très 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 correct en prix, ouais. Mais voilà. Ouais. Attends, voilà, Pour le produit. C'est un débat qu'on a tout le temps et je déteste faire le mec qui met beaucoup d'argent dans des rhums parce que je sais que c'est particulier, mais 120 euros, quand on voit les prix du rhum actuellement, ça paraît. Ça reste assez cher quand même, hein, mais c'est pas non plus inaccessible. Donc, non, mais bien sûr. Non, mais on essaye, nous, on n'a pas forcément, nous, une logique de millésime ou de prix parce qu'il y a des domaines qui sont plus récents, plus jeunes, qui ont des prix différents. On a plutôt une logique à la qualité, mais on essaye quand même de garder des prix accessibles, quoi, en fait, voilà. Et sinon, donc, je te dis que j'avais reçu un message, excuse-moi Pierre, après et donc la personne cherchait le domaine d'Artiveau 89. Ouais. Ça, il sort bientôt, c'est ça? Alors c'est sorti sur une gamme Renaissance, en fait. C'est une sortie, on a fait un peu nos comment dire, Ah oui, c'était les bouteilles qui étaient un peu en haut. C'est ça, ouais. Alors tu t'as pas pu les goûter, en fait. On les a ouverts à un moment donné, mais on les les avait pas. On avait goûté une, je crois. Je me demande si c'était pas une Pibouze 2006, un truc comme ça. Il y avait deux 2006, non? Ouais, il y avait deux 2006. Il y avait deux 2006 et il y avait donc il y avait deux 2006 et il y avait et l'Artigo 2009, ouais, du coup. 89 ou 2009, 89? 89, pardon, 89, ouais. Et du coup, ça c'est bon. Alors on a fait un petit peu comment dire, c'est une bouteille. Oui, c'est une bouteille spéciale, d'accord, mais en même temps, c'est surtout le packaging est différent, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est surtout le produit qui est très intéressant en fait. Voilà. Voilà, ouais. Je ne sais pas si vous voyez la bouteille à l'écran, non. Non, t'as pas partagé. Mais en tout cas, ah oui, c'est ça. Ouais, c'était. Là, on a fait ça avec une artiste, manière de. Bon, c'est parce qu'en fait, on a voulu, bon, la Renaissance, parce qu'on espère que l'Armagnac va reconnaître. Enfin, bon, on va pas rentrer dans le débat, mais on a voulu faire 3 jolies bouteilles avec une collection pour en monter, pour avoir des fois sur des cavistes ou des professionnels qui soient fiers de mettre les bouteilles en haut, qui nous disent ouais, Armagnac c'est bien, mais c'est pas assez bling bling. Donc on montre aussi que nous on peut avoir un bon produit et qu'on peut mettre. J'ai failli te dire que la bouteille était bling bling. Je me suis dit que ouais, voilà, oui, c'est pour ça que. Non, mais en tout cas, c'est bon. Je suis désolé, bon, on n'a pas mis d'or, mais voilà. Mais ça, c'est très très bon, ouais. Article 89, alors c'est en mode, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et donc, c'était lesquels les deux autres là qui étaient donc dans cette série? C'était du Fresh 2006. Fresh 2006, c'est un très très joli domaine aussi. C'est du Baco, mais c'est pareil, c'est très complexe. C'est dans de la jolie barrique. Bon, c'est du joli terroir. Fresh 2006, c'est là aujourd'hui où nous on a la vigne en fait. Bon, c'est un très joli terroir en bas d'Armagnac. Le Baco, c'est un cépage qui est très gourmand, qui a beaucoup de texture en bouche. En fait, c'est gras. Ça, ce que nous on appelle du gras, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de texture en bouche en fait, autant sur la blanche que quand le produit vieillit. Par contre, il demande un peu de vieillissement. Il demande quelques années de vieillissement pour s'affiner, parce qu'au début, il est un peu rustique. C'est pour ça qu'au début, des fois, on avait cette image un peu rustique au nous de l'Armagnac, parce que des fois, c'est un côté un peu animal, un peu cuir, un peu, voilà, un peu dérangeant
Et quand ça vieillit, ça tourne vers alors facilement sur du rancio, sur des fruits confits, sur du raisin sec. Là, c'est assez joli. Ouais. Donc frais 2006. Et on a un cul de sang de 2006 aussi, qui est aussi un joli domaine en 2006. On voulait montrer deux parallèles. Voilà. Et ça, c'est plus fruité, plus exotique. Voilà. Ouais, en tout cas, vous avez une gamme qui est super vaste et qu'on a pu déguster avec grand plaisir au Whisky Live. Et merci pour ce moment, Vincent. Pierre, tu as encore un... Ouais, dernière petite question pour conclure. Tu disais tout à l'heure qu'on pouvait passer vous voir du coup sur le. Ouais. Ça se visite. Alors, on est très très content nous de recevoir du monde parce que quand les gens font l'effort de venir en Armagnac, on essaye de les recevoir comme il faut et dans la tradition, on va dire, gasconne festive. On a des jolies choses, je pense, au chai et en boutique. On essaie d'être assez généreux pour visite, justement pour montrer ce que c'est que la diversité. Donc, on a énormément d'échantillons de barriques. Quand les gens viennent chez nous, ils sont surpris par la diversité de trucs parce qu'ils me disent. Moi, j'adore. Mon jeu préféré quand j'ai quelqu'un au chai en fait en visite, c'est de dire ah ouais, mais je préférais ça. Moi, je préfère la pomme. Attends, je vais te trouver moi un truc parce qu'on a vraiment des styles différents. Donc en fait, ça se visite. On visite nos chais, on visite, voilà. On a même une chambre d'hôte, on a un Airbnb qui est accolé à un chai, donc du coup, on peut venir passer un week-end sympa, utile à l'agréable en famille, et visiter aussi les chais, et voilà. Donc, faut pas hésiter, c'est sympa. Et de toute façon, on peut aussi se promener à l'Armagnac. La région est jolie. On n'est pas au bord de la mer, mais on est calme. On mange bien chez nous. Les gens sont assez sympas. Voilà. Pour le séminaire Préférence Pomme, Pierre, 2023. C'est exactement ce à quoi je pensais. Oui, ouais. Bon. Mais n'hésitez pas à nous contacter. On essaye, on est toujours dans le même esprit en fait, on est dans le partage en fait. On veut que les gens se rendent compte en fait de nos trésors. On est toujours un peu pas complexés en Armagnac, mais se dire on a aussi des bonnes choses et putain, il faut que les gens viennent nous voir goûtent en fait. Mais en tout cas, ce Pibous là 2004 vraiment excellent. Alors le numéro 2 à l'aveugle, en fait, parce que moi j'aime bien jouer à l'aveugle en fait. Alors là, je t'en ai mis que 2, mais j'aime bien le jeu à l'aveugle. C'est le Rhum Finish, Domaine Pouille, Rhum Finish 2001, en fait. Voilà. D'accord. Celui qui a passé un tout petit peu en barrique de Worcy Park, quoi. Ouais, donc c'est pour ça, c'est pas étonnant que tu aies trouvé du fruit blanc, fruit. C'est ça, alors au nez, c'est marrant parce que ça, à un moment donné, on est un peu dans le. Bon, on va pas dire dans le rhum jamaïcain, mais il y a un nez un peu comme ça qui arrive. Et après, à un moment donné, on passe dans l'Armagnac, et on reste dans l'Armagnac, et en bouche aussi. Il n'y a pas vraiment une osmose. En fait, on dirait on est toujours un peu. On passe de l'un à l'autre. C'est pas un rhum jamaïcain tel qu'on peut le penser très estérisé. C'est pas un doc de Hamden. Ça se marie bien. J'avoue que j'ai pas cherché ça, donc j'ai pas trouvé. Non, mais après, moi quand je fais un finish, on fait des finishes en fût de Bourbon par exemple par là aussi. L'idée c'est quand même de rester dans l'esprit armagnac, quoi. Il faut que la personne qui est consommateur de Bourbon ou de Worcy Park se dise il faut quand même que j'y trouve mon compte. Là, peut-être qu'il ne le trouve pas trop parce que pour moi, le Worcy Park, c'est quand même. Moi, je trouvais ça un peu violent pour certains Armagnacs, en fait. Voilà, enfin, violent dans le sens où je ne voulais pas y mettre des stères, je ne voulais pas y mettre des choses. Mais après, je veux quand même qu'il découvre un peu l'Armagnac derrière. C'est-à-dire, il y a quand même un truc intéressant, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas de finish tourbe, Hailey casque. On avait fait il y a quelques années au Whisky Live un finish en fût de lait d'aigle, en fait. D'accord. Et bon, ça avait été très impressionnant. J'avais laissé 3 semaines un truc dans un fût de lait d'aigle et c'était tabac froid, vraiment, enfin très très torréfié. Ça avait été très vite. J'avais eu peur d'avoir en fait abîmé la barrique en fait. Et non, c'était revenu un peu après. Mais bon, aussi, on s'amuse à faire des finishes. Après, on ne veut pas être connu que pour ça parce que c'est vrai que c'est plus Armagnac et que voilà. Ouais. Mais on fait quelques finishes, on s'amuse. Ouais. Ok. Vincent, merci, c'était un super moment. Je parle beaucoup. Hein. Non, mais écoute, c'est super. En plus, on a fait une vidéo trop courte l'autre jour. On t'a dit, faites plus long, les gars. Donc, je me suis dit, avec Vincent, ça va être bien. Ouais. Donc c'est super. Écoute, moi, écoute, avec plaisir. Santé, les gars. Continuez à profiter, à boire des bons trucs. Il faut continuer quand même à se faire plaisir et à consommer les trucs voilà, qui nous plaisent et à découvrir surtout, quoi. Tout à fait. La découverte, c'est le thème de 2023, je pense. Et nous, on prêche plutôt pour ne pas trop boire, mais boire des bonnes choses. Donc, je pense que avec une bouteille d'Armagnac bien choisie, ça peut
On espère. La cire orange, l'Encantada, mais c'est bien. Merci de nous faire confiance et de nous donner l'occasion de présenter nos choses. On est très contents. Voilà. Bah, écoute, venez nous voir à l'occasion. On vous accueille avec plaisir. En principe, les gens se souviennent. Voilà. Et bah, écoute, je pense que les gens qui rateront cette vidéo ont eu le même plaisir que nous, j'imagine. En tout cas, c'était un super moment pour. On est accessible, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème. Super. Bah, c'est un beau message de fin. Merci Simon et Pierre. Merci à toi, Vincent. Voilà.